qui va nous faire un point sur le plan stratégique demandé par la secrétaire d'État au numérique. Oui, je réapparais pour vous parler du plan stratégique de l'agence, ou plutôt en réalité de la phase finale de l'élaboration du plan stratégique qui commence aujourd'hui. Donc Axel Lemaire a demandé à l'Agence des fréquences de préparer un plan stratégique qui permette de mieux comprendre où va le spectre, en particulier de mieux comprendre quels sont les objectifs de l'évolution du spectre en fonction des usages et en fonction aussi des possibilités. C'est important d'avoir un document qui soit accessible aux décideurs. Et en plus, c'était une suggestion qu'avait faite Joëlle Toledano, que je salue et qui était dans la salle tout à l'heure. La voilà, elle est là. Puisque dans son rapport, elle avait rapport sur les bandes libres qu'elle a rendu à la ministre en 2015, elle avait très judicieusement suggéré que le spectre soit quelque chose qui soit plus compréhensible par les décideurs, puisque le spectre pâtit un peu de son image ultra technique, hermétique, et qui donne l'impression que finalement, les gens qui gèrent le spectre font le bonheur des gens malgré eux. Ce n'est pas idéal comme situation. On voit bien que dans d'autres domaines, ce n'est pas non plus quelque chose qui est très, très soutenable sur le long terme. Donc, c'est important que tout le monde comprenne comment fonctionne le spectre. Donc, on avait bien sûr fait un travail de concertation avec nos compagnons de route habituels, que sont les grands affectataires du spectre, la défense, l'audiovisuel, les communications électroniques, les transports, la recherche, l'espace. Mais on avait obtenu, après des auditions nombreuses, quelque chose qui commençait à avoir une certaine cohérence et qui en plus était en résonance avec les sujets qui sont ceux de la CMR. C'est un peu notre horloge en quelque sorte à nous pour évoluer dans la stratégie du spectre. Mais ça restait quand même quelque chose d'assez hermétique, d'assez technique toujours, qui nécessitait finalement d'y rentrer. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte de plusieurs choses. On s'est rendu compte d'abord qu'il fallait effectivement casser un peu les codes de ce spectre très précis. Ça ne veut pas dire qu'il faut que la gestion du spectre soit moins précise, ça veut dire qu'en fait, il faut aussi donner une sorte d'accès à cette gestion du spectre, il faut expliquer ce qu'on est en train de faire. On s'est rendu compte aussi que le spectre, finalement, c'était un sujet qui était désormais de plus en plus complexe à gérer, c'est-à-dire que le spectre aujourd'hui c'est comme une ville qui est très construite. Si demain votre maire décide de modifier un quartier pour y installer un grand centre commercial ou de percer un boulevard, en réalité, avant de faire ça, il va faire une enquête publique pour s'assurer que d'abord tout le monde a bien compris qu'on allait réaliser cette nouvelle chaussée, par exemple, qu'on puisse tenir compte des objections et qu'ensuite, quand effectivement tout le monde va être confronté à des travaux qui vont durer 6 mois ou 2 ans, les gens comprennent pourquoi on fait ça et pourquoi c'est utile. Si on fait l'analogie avec le spectre, quand on a modifié la bande 700, quand on l'a passé de l'audiovisuel au télécom, tous les gens dans la salle ont dû faire un rescan de leur téléviseur. Donc finalement, c'était utile aussi de savoir pourquoi vous faisiez ça et pourquoi c'était utile que vous acceptiez de le faire. Donc le spectre, de plus en plus, va nécessiter qu'il y ait une adhésion de tous les usagers pour comprendre à quoi ça sert. Et donc l'adhésion, ça suppose aussi l'explication. Troisième élément, on s'est aperçu aussi que le spectre d'aujourd'hui, qui est aussi celui qui avait été mis en place au moment de la création de l'agence avec les grands usagers du spectre de l'époque, ne sera peut-être pas le spectre de demain, parce que demain, peut-être que finalement, on découvrira que, par exemple, l'agriculture sera un usager du spectre important, alors qu'aujourd'hui, l'agriculture est un usager du spectre finalement mineur. Peut-être que demain, la santé sera un usager du spectre important, alors qu'aujourd'hui, c'est un usager qui n'est pas à la table de l'Agence des fréquences. Donc, pour que le plan stratégique ait une pertinence, il faut que le plan stratégique soit élargi. Et pour élargir le plan stratégique, la meilleure solution, c'est finalement de vous donner la parole et de rendre ce spectre théoriquement invisible, de le rendre enfin visible. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous livrer un document de 150 pages qui aurait sans doute été de bonne tenue, mais qui aurait été probablement lu essentiellement par ceux qui l'avaient écrit, mais plutôt vous proposer des
des éléments pour que vous puissiez rentrer dans ce sujet, vous, mais aussi tous ceux qui découvriront ce site, et vous puissiez contribuer sur deux volets. Donc le mieux, c'est peut-être de passer à une approche beaucoup plus pratique, en rentrant sur ce plan. Donc il existe maintenant un site, il existe depuis ce matin un site, qui s'appelle tout simplement planstratégique.anfr.fr, qui est ouvert. Donc ce site... alors, c'est vrai que l'image peut laisser penser, vous avez dû voir qu'il y avait une petite brève qui était sortie. Paris va de nouveau être pollué, mais enfin, effectivement, c'est un peu sombre, mais c'est aussi pour clarifier le spectre qu'il faut continuer. Donc le brouillard se lève et on rentre dans le plan stratégique. Le plan stratégique, en fait, permet de rentrer sur les usages, parce que les usages, c'est ce que les gens connaissent. Aujourd'hui, si on parle de la bande 66 Go, peu de personnes vont contribuer. Sur les usages, c'est différent. Donc on va rentrer sur les usages. Et sur les usages, voici la page principale en fait, du plan stratégique. On a en fait deux clés. On a une clé usage, une clé enjeu. Les usages, c'est ce que les fréquences permettent de faire. C'est une sorte de Wikipédia des usages des fréquences qui va être évolutif au cours du plan stratégique. C'est-à-dire que les usages, on va peut-être pouvoir en rajouter. Si vous voulez qu'on en rajoute, on en rajoutera. Et puis les enjeux, c'est les enjeux que nous, on gère en tant que gestionnaire du spectre. Et entre les deux, vous allez avoir des liens qui vont vous permettre de faire apparaître que sur l'usage A, vous avez des enjeux 1, 2, 3, 4, qui sont des enjeux techniques qui sont pertinents par rapport à cet usage. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc les usages, vous avez des sortes de tuiles, un peu comme Windows 10, qui vous présentent des usages. Des usages, comment dire, certains très, très traditionnels, comme par exemple la défense. Tac, on clique sur la défense, et donc... ça explique en quelque sorte ce que la défense fait avec le spectre, quels sont ses enjeux, ses particularités. Il y a même des photos. Et en fait, vous pouvez contribuer sur cette fiche usage, qui est une fiche explicative. Donc, on contribue et vous pouvez laisser un commentaire. Alors, les commentaires, évidemment, on a un modérateur, donc on vérifiera que tout cela est de bonne tenue. Mais donc, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez laisser un commentaire en sortant de la salle, si vous souhaitez. Et donc commenter sur cette fiche usage qui existe dans le plan stratégique, mais qui va peut-être demeurer à terme dans notre site. Et vous avez dans le texte des thématiques qui sont raccordées à des enjeux. C'est les enjeux de la gestion des fréquences qui sont rattachés aux questions de la défense, en l'occurrence. Par exemple, la 5G, parce que la 5G, ce n'est pas complètement étranger à la défense. La bande 5 Go. Alors la bande 5 Go, s'il y avait eu ça sur le site au début, je pense que peu de personnes auraient bondi sur ce bouton. Mais en fait, c'est quand même un bouton qui est pertinent et le texte l'explique. Donc on peut rentrer dans la bande 5 Go. Et là, on arrive dans les enjeux. On a des fiches d'usage que j'ai décrites, les fiches enjeux. Et les fiches enjeux, ça décrit finalement les problématiques de la bande 5 Go et ça donne des propositions, qui sont des propositions d'action pour l'agence dans cette perspective du plan stratégique. Et ça, évidemment, on peut le commenter. Et c'est là que, finalement, le commentaire va être le plus percutant, puisque ça donne un point de vue sur ce qu'il faut que l'agence fasse dans la bande 5 Go, notamment en rapport avec la défense. Donc si on revient un petit peu au début, on constate finalement que c'est assez simple. Les usages, ça permet de rentrer dans le sujet. Les enjeux, pour les gens qui sont experts, et beaucoup d'entre vous sont experts, permettent aussi de rentrer directement si vous le souhaitez. Vous avez les enjeux, c'est les enjeux ANFR classiques, les enjeux CMR, avec des questions qui sont des questions, ma foi, un peu plus classiques, la bande L, les bandes libres, ou par exemple la mesure d'exposition du public, la gestion de la réglementation orbite spectre, des sujets qui sont des sujets de fréquencier. Et entre les deux, vous pouvez aller, venir avec les deux entrées, usage et problématiques, et réagir à la fois sur les usages, à la fois sur les problématiques. Donc, si vous revenez par exemple aux usages, vous avez des usages qui sont très classiques, hein, transport maritime, météo, mais vous avez des usages qui sont un peu plus innovants, comme réalité virtuelle, parce que c'est aussi un sujet qui peut devenir extrêmement consommateur de fréquences si ça se développe comme on a l'impression que ça va le faire. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va, pendant la consultation, s'il y a une demande, on peut rajouter des usages qui n'auraient pas été vus pour pouvoir justement les documenter et mettre en face des enjeux connexes. Donc, on va enrichir les usages grâce à vous, on va modifier, faire évoluer les propositions grâce à vous aussi, ou à vos entreprises, à vos institutions. Et donc, tout ça va aboutir finalement
un calendrier. Cette consultation elle est ouverte aujourd'hui. Elle va se clore à la fin du mois de février, le 28 février. On prévoit d'organiser pendant cette période 3 ateliers en présentiel, en quelque sorte, parce qu'il y a des questions qui vont apparaître sur le site web et qui vont faire apparaître que certains points pourraient nécessiter des échanges. Parce que si, par exemple, je sais pas, la question des drones se met à flamber et qu'il y a vraiment un sujet, on peut très bien faire un atelier drone dans un lieu à Paris qui permettra d'échanger verbalement pour peut-être mieux préciser les sujets qu'on veut approfondir avec vous. Donc on prévoit jusqu'à 3 ateliers qui pourraient se tenir en présentiel avant la fin de la consultation. La consultation permettra de récupérer tout ce qui a été mis sur le site web, d'en tenir compte, et donc on sera en mesure de rendre un plan stratégique qui sera, je crois, de bien meilleure qualité au mois de mars au gouvernement, qui permettra justement de montrer où nous allons aller en termes de fréquence entre maintenant et les 5, 10, 15 années qui viennent. Parce que pour faire des fréquences de manière efficace, il faut voir loin et il faut aussi se le dire entre nous pour ne pas être pris au dépourvu quand des évolutions se produisent. Donc le plan stratégique, il est entre vos mains. Pour la première fois, on a ouvert le capot de la gestion du spectre. On vous a expliqué comment utiliser chaque pièce du moteur. À vous de contribuer, à vous de nous dire ce que vous pensez des orientations et à vous, finalement, de prendre en main l'avenir des fréquences. Merci par avance pour vos contributions. Merci Gilles Brégan. Nous allons maintenant passer à la deuxième table ronde de cette matinée, donc qui s'intitule « La transformation des entreprises par le numérique, quel rôle pour les fréquences ?» Alors le numérique est en train de bouleverser nos entreprises, que ce soit au niveau des business models, des outils de production, des produits, des services, de la commercialisation. Et donc cette table ronde a pour but de passer en revue toutes ces transformations et de voir quel rôle on peut attribuer aux fréquences dans ce contexte. Alors je vais appeler à monter sur scène tout de suite Daniela Genta, Loïc Duflot, Frédéric Pujol, François Couloudon, Eric Josephson et Stéphane Chouet. Je vous invite tous à prendre des micros que vous pourrez ensuite vous passer. On va commencer par dresser un panorama global en fait, de la transformation numérique des entreprises. On s'intéressera un peu plus avant aux fréquences juste après. Et pour ça, j'aimerais donner la parole en premier à Loïc Duflot. Vous êtes sous-directeur réseau et usage numérique à la DGE, donc qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Et je voudrais voir avec vous quels sont les enjeux aujourd'hui liés à la transformation numérique des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner une perspective globale ? Merci, bonjour à tous. Donc, je crois qu'on peut résumer très simplement en disant qu'aujourd'hui, la révolution numérique va complètement et est déjà en train de bouleverser l'économie. Et que donc chaque entreprise aujourd'hui, quel que soit son secteur d'activité, doit s'approprier sa propre transformation numérique. Alors, pour prendre un exemple un petit peu basique, aujourd'hui, quand les consommateurs cherchent à prévoir un voyage et qu'ils cherchent un hôtel, en règle générale, ils vérifient si l'hôtel dispose d'une infrastructure Wi-Fi sur laquelle ils pourront se connecter. Et évidemment, ce critère-là est un critère de choix fondamental. S'ils se déplacent dans un hôtel et qu'ils constatent également que l'infrastructure Wi-Fi n'est pas au niveau, probablement, c'est possible que la fois suivante, ils réservent dans un autre établissement. Donc les hôtels doivent légitimement se poser cette question de disposer d'une infrastructure Wi-Fi, mais pas dans une perspective défensive, en considérant que s'ils n'en ont pas, alors ça sera un facteur de non-compétitivité par rapport aux autres hôtels, mais vraiment dans une optique de croissance et de création de valeur, en se disant qu'avec la mise en place d'une infrastructure Wi-Fi, ils pourront apporter à leurs visiteurs de nouveaux services, par exemple en partenariat avec les offices de tourisme ou les acteurs du tourisme locaux, en matière d'information, en matière par exemple de conciergerie ou que sais-je. Et donc il est vraiment important aujourd'hui que les entreprises comprennent les enjeux associés à cette transformation numérique pour ne pas la subir, mais au contraire en extraire vraiment la valeur, et également qu'ils soient capables d'identifier le plus précisément possible leurs besoins.
Et cette partie est évidemment essentielle puisque cette identification du besoin est différente en fonction des secteurs et en fonction de chacune des entreprises. Dans le domaine de la logistique, par exemple, ou des entreprises qui disposent de stocks, on peut imaginer, par exemple, mettre en place un système de traçabilité ou un système de logistique basé sur l'Internet des objets ou sur l'utilisation de tags RFID. Pour les artisans doivent se poser la question de quel est le système de vente dont ils ont besoin. Est-ce que c'est d'être présent sur des places de marché très locales, hyper locales, ou au contraire d'être présent sur les grandes plateformes internationales? Et donc ce besoin-là, cette identification du besoin, elle est véritablement essentielle. Et les pouvoirs publics se doivent justement de sensibiliser l'entreprise et surtout de les accompagner dans l'identification de ces besoins pour qu'elles trouvent les plus grands gisements de valeur pour leur développement. François Couloudon, vous êtes président de TipTrack qui fait du suivi de performance industrielle. Quelles sont les données aujourd'hui que les entreprises ont besoin de récolter ? Bon, alors merci beaucoup. Alors, je vais continuer un peu dans la lancée et je vais basculer un peu avec comment on capte les données, quelles données on capte, comment on les transmet, parce que je pense que c'est la boucle en entier qui est intéressante. Alors hier, j'étais à Valenciennes dans un groupe automobile. Demain, je suis à Châtellerault dans un groupe qui fait de l'avionique. Et en fait, on parle beaucoup de transformation numérique de l'entreprise, mais en fait, il faut être assez honnête sur deux niveaux. La première des choses, c'est qu'on est encore très loin de l'idéal, du big data, de la virtualisation. Bon, faut aller sur les lignes, il faut aller sur les sites de production. Vous allez voir, la France, elle est très, très, très en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir capter ou à se faire des plans un peu trop grands, capter trop d'informations, en envoyer trop, et en fait, on manque l'essentiel. Il y a énormément de choses à faire avec très peu d'informations, qui est vraiment utile et qui capitalise sur les compétences de l'humain dans les usines, plutôt que d'essayer de faire des choses entièrement automatisées où on va capter l'ensemble des informations qu'on stocke et que finalement on n'utilise que très peu, même avec les algorithmes les plus puissants du monde. Voilà. Donc pour en revenir à votre question, les informations, c'est celles qui vraiment vont être utiles. Il faut réfléchir, il y a du cerveau et du jus de cerveau à mettre pour bien choisir ce qu'on fait et à ne pas s'étaler sur des milliers de sujets. Voilà. Merci. Eric Josephson, donc, vous êtes à la tête de la branche transformation et collaboration industrielle d'Ericsson et vous avez eu la chance de travailler dans de nombreux pays, dont les États-Unis ou l'Asie. Donc vous avez un point de vue mondial sur cette transformation numérique et surtout, j'attends un peu que vous nous précisiez quelles sont les solutions technologiques aujourd'hui qu'on peut proposer à ces entreprises. Que propose Ericsson justement? Yeah. Hi everyone. Very interesting first thing that happened here is that this panel discussion, everyone doesn't have a tie. So we are a little bit more forward thinking. We're the innovation panel, right? How we view the world is from Ericsson, we have 140 years of history of industry transformation. First 100 years took to connect 1 billion houses. Then 20 years to connect 5 billion people with the cell phones. And now in just a few years, we see that 50 billion devices will be connected. So we're going through such an extreme speed of transformation. And it's just, I'm going to change here because I listened to myself twice. It's a little bit worrying. So it's very, very exciting to see where we're going through right now. So just a quick question to everyone here and also of the panel. How many has actually tried or sit in a driverless bus or a car? Raise your hand. 2. Okay, so I challenge you, with the speed that things are changing right now, I guess every one of you will have tried a self-driving car or a bus when we meet here next year. That is how fast things are moving. And from Ericsson's side, we need to collaborate. That is number one, to make sure that we are setting the standards and the requirements to 5G, and also with the governments regarding frequencies, because all industries are transforming as we speak. 5G will not be a new G. It will be a total transformation of industries. It's like 4G was for the phone. All of a sudden, we could do all these apps and new applications on top. 5G going to be that for the industries. So we are collaborating when we talk about self-driving shuttle buses or autonomous vehicles
with a company called EasyMile here in France. So you do a lot of fantastic innovation, startup that do the last mile connection from a metro or to the office. We're testing remote control with 5G in the case of that the vehicle stop, and also to get all this data up to a cloud and distribute it to all the infrastructure around it. Because we're moving from silos where the car was just one area, now we're going to intelligent transport systems, and that's going to put a lot of new requirements on us to cooperate and collaborate, and also on the government side to free up spectrum and licenses or frequencies. We're also collaborating from a massive communication perspective in the US, putting IoT sensors in the water to measure water quality. We see that we can reach around 10 years of battery life with these narrowband solutions. From a critical communication perspective, there is multiple use cases ongoing. Robots with ABB. In our test sites right now for 5G, we can start to reach 25 gigabit per second, which is enormous. And then safety and security. We are down deep in the mines in Sweden with Boliden, 400 meters down there, and making intercommunication for all the workers. Actually, they have a restaurant down there, and they all want to use Spotify, call their friends, and now we make that happen. So we're testing new type of use cases, and speed goes so fast, and we all need to collaborate to make this a success. Merci. Frédéric Pujol, donc vous êtes responsable de la practice service mobile à l'IDAT. J'aurais aimé voir avec vous quels étaient les besoins en connectivité des entreprises et peut-être aussi voir en fonction des secteurs industriels. Oui, alors tout d'abord, j'aurais dû lever la main tout à l'heure quand Eric a posé sa question, parce que moi j'ai pris pour la première fois un transport connecté en 1983. Donc il y a le métro automatique de Lille en particulier, donc c'est quelque chose de très ancien. Alors pour en revenir à votre question, en ce qui concerne la numérisation des verticaux et l'utilisation de la connectivité, un premier secteur vertical, c'est l'usine du futur, l'industrie 4.0. Donc en Europe, ça représente à peu près 2 millions d'entreprises et 30 millions d'employés. Et dans ce secteur-là, donc, il y a un certain nombre d'applications qui vont être utilisées, bon, notamment l'assistance à des opérateurs humains. Il va y avoir l'utilisation de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de l'assistance à distance. Il va y avoir aussi l'utilisation de capteurs connectés sur les employés. Un certain nombre de fonctions également pardon, de conception assistée à distance. Et puis on verra installation d'un très grand nombre de capteurs et de déclencheurs dans les usines. Alors un deuxième vertical, c'est l'automobile, donc, qui apparaît très en pointe dans l'adoption des technologies de connectivité. On a vu le mois dernier un accord passé entre des industriels de l'automobile et des opérateurs mobiles pour bien comprendre quels seront les cas d'usage dans les années à venir pour l'automobile. Donc on va distinguer dans l'automobile donc ce qui est le divertissement pour les passagers, où là on a l'impression que les réseaux mobiles actuels et ces évolutions avec la 5G vont bien répondre aux besoins. Donc typiquement des gros tuyaux pour fournir de la vidéo de plus en plus riche. Ensuite, il y a les besoins du véhicule, donc ce qui est plus télématique embarqué, où là, ça existe depuis assez longtemps, les débits n'ont pas forcément besoin d'être très importants, mais ça a besoin d'être maîtrisé par l'équipementier automobile. Et puis enfin, on a les besoins qui émergent pour la voiture connectée et la voiture autonome, où là, les débits sont beaucoup plus importants, et puis surtout le temps de latence doit être très court, de l'ordre de la milliseconde, donc ce qui fait peser une contrainte assez forte sur les réseaux. Dans les autres moyens de transport, il y a aussi des besoins de connectivité qui évoluent pas mal. Alors pour les avions, il y a ce besoin de connectivité à l'intérieur des avions. Là, il faut connecter les avions plutôt par satellite. Il y a aussi des systèmes avec des relais terrestres qui existent. Autre moyen de transport qui est assez important, ce sont les trains. Aujourd'hui, les trains utilisent une technologie 2G. C'est vraiment de la 2G basique avec très peu de GPRS en Europe aujourd'hui. Donc cette industrie est un petit peu coincée avec le GSMR, mais a des cycles d'investissement qui sont extrêmement longs. Donc certains
Certains exploitants ferroviaires vont renouveler leurs équipements en 2030. Donc en 2030, il y aura peut-être de la 6G. Alors, il y a d'autres industries verticales avec des besoins très, très spécifiques. Par exemple, dans la e-santé, on va avoir un sous-marché qui va être le marché du bien-être, avec les capteurs qui vous donnent les pulsations, qui permettent d'enregistrer vos efforts, vos courses, et ensuite de récupérer tout ça sur l'ordinateur. Mais ensuite, il y a tous les besoins très, très différents en termes de caractéristiques, par exemple pour l'hôpital. Donc, il va y avoir des applications qui vont permettre les opérations à distance, donc qui vont nécessiter, là par contre, des débits extrêmement importants. Si on a des opérations à distance avec un gant tactile pour le chirurgien, il faudra également des débits très importants, et là aussi un temps de latence extrêmement court. Voilà donc assez rapidement balayé des besoins pour différents secteurs d'activité. Alors, on vient de parler un tout petit peu des transports. Du coup, ça m'offre une transition toute trouvée pour vous, Stéphane Chouet, puisque vous êtes président de l'association des grands utilisateurs des réseaux radio d'exploitation, qui regroupe 10 acteurs majeurs des transports et de l'énergie. Donc, vous allez peut-être pouvoir nous donner, vous aussi, des exemples concrets dans ces deux domaines que sont le transport et l'énergie. Oui, bonjour à tous, et certainement avant 2030, Frédéric. Juste deux mots sur l'Agure, donc effectivement un peu difficile à prononcer tous les termes. Donc réseau radio d'exploitation, on parle bien des réseaux liés à la production de nos activités. Donc l'association a été créée en 2012 à l'occasion justement d'une consultation publique sur le futur des réseaux qu'on appelle PMR, Professional Mobile Radio. Et qui rassemble donc effectivement 10 acteurs aujourd'hui des secteurs du transport et de l'énergie. Je vais quand même les citer pour qu'on sache un peu qui y a derrière. On a le groupe ADP, donc Aéroport de Paris, Air France, EDF, la RATP, dont je fais partie. Vous le comprendrez dans les exemples que je citerai. RTE, le groupe SANEF, donc un autoroutier, SNCF Mobilité et SNCF Réseau. La Société du Grand Paris et le Citral. Voilà. Alors, effectivement, en tant que président, revenons un petit peu sur la transformation digitale des entreprises, mais en tant que président d'Agure, qui traite des réseaux radio d'exploitation, j'ai pas la possibilité d'aborder l'ensemble des enjeux de ce qu'on appelle la transformation digitale de nos organisations, mais bon, qui s'exprime généralement autour de 4 piliers, les clients, les collaborateurs, les opérations et, pour la majorité, voire la totalité d'entre nous au sein de l'association, le développement durable. Alors, il se trouve néanmoins que chez les acteurs majeurs du transport et de l'énergie que nous représentons, la transformation digitale et l'innovation, elle ne date pas d'aujourd'hui, voire même d'hier. C'est quelque chose qui a toujours été dans nos gènes. Vous avez pris un premier métro automatique en 1983. Dans le domaine du transport urbain, il est clair, nous développons et mettons en œuvre depuis très longtemps des systèmes de supervision et de conduite automatisés qui nécessitent, vous l'aurez compris, des systèmes de communication radio performants, sûrs et robustes. Alors, si on prend l'exemple des métros automatiques, au-delà des automatismes de conduite proprement dit, qui dialoguent avec les véhicules, les yeux, il faut comprendre que les yeux et les oreilles du conducteur sont remplacés par des caméras et toute une série de dispositifs qui remontent en temps réel ce qui se passe sur le terrain vers les centres de contrôle et de commandement, et tout ça évidemment en interactivité forte. Parallèlement, vous le citiez avec les avions tout à l'heure, mais ça concerne aussi les matériels roulants, les trains, les bus, sont voulus par les exploitants de plus en plus communicants. Alors, pourquoi ? Afin de renforcer à la fois la sûreté et la disponibilité de l'offre de transport ou de l'offre d'énergie en ce qui concerne les acteurs de ce secteur. Là, on parle d'anticipation des pannes, par exemple, et d'autre part, l'information voyageur en temps réel personnalisée, qui peut même tenir compte de la charge d'un RER ou d'un métro qui arrive en gare pour se positionner préférentiellement devant la voiture qui compte le moins de voyageurs, un peu le citadin du transport.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on gère des infrastructures et des objets mobiles critiques, eh bien le sujet de la connectivité est au cœur des enjeux de sécurité et de performance industrielle. Alors, si on se tourne maintenant vers ce qui fait un peu notre actualité et notre avenir, enfin pas si éloigné que ça, je parlerai d'avenir proche, on s'intéresse également de très près à tout ce qui peut nous rendre encore plus efficaces, comme la gestion des signaux faibles. C'est peut-être là d'ailleurs qu'est ce qu'on pourrait appeler la nouvelle transformation digitale. Donc on parle évidemment de big data, d'IoT au sens capteur. Pourquoi? Enfin, on a déjà des objets connectés que sont nos mobiles. Nos mobiles, je ne parle pas des téléphones, mais je parle de nos matériels roulants, par exemple, dans le transport. Bon, là, il s'agit d'aller capter plus en dynamique l'état de santé de l'infrastructure ou des matériels roulants qui l'empruntent. Également d'intelligence artificielle. On n'a pas évoqué le terme ce matin, mais c'est un sujet également de transformation digitale. Dans de multiples domaines qui vont de domaines un peu évidents comme la maintenance prédictive des infrastructures et des matériels roulants, mais également aussi dans les outils de conception et d'adaptation dynamique de l'offre de transport elle-même. Et puis, alors on l'a cité sous l'angle individuel, la voiture autonome. Effectivement, c'est aussi des nouveaux modes de transport collectif. Donc autour du véhicule autonome, donc en vue de développer, par exemple, les offres de transport à la demande. On en a un petit peu parlé, la gestion effectivement du dernier kilomètre entre les modes lourds et puis le domicile ou le travail. Mais je dirais que comme dans le travail ou l'éducation de nos enfants, l'autonomie n'exclut pas le contrôle. On est sur de la gestion de véhicules de transport collectif. Il nous faut absolument garder donc la maîtrise de la situation en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. Et particulièrement dans des environnements ouverts et partagés, il faut suivre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, interagir avec l'environnement, interagir avec les autres modes de transport et interagir avec le voyageur lui-même. Sinon, on ne fait pas de transport à la demande. Donc, et je tiens à le préciser aussi, tout ça dans un contexte sécuritaire que l'on connaît malheureusement tous, qui appelle au renforcement de la vidéoprotection et des outils d'aide à la détection des situations anormales. On parle là, par exemple, de remontée, de visualisation en temps réel, par exemple, de faits de sécurité à bord du matériel roulant, avec des expérimentations qui sont aujourd'hui menées, notamment autour du bus, et également de l'utilisation de drones pour la surveillance des infrastructures et du rapatriement, du pilotage de ce type de drone à travers des communications sol-bord, et puis le rapatriement de ces images vers des centres habilités à voir ce qui s'y passe et à déclencher les actions nécessaires. Voilà, en cas, on a parlé des vols de câbles, mais aussi ça concerne la surveillance des ouvrages, encore une fois en dynamique. Voilà. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Daniela Jantac pour clore un petit peu ce tableau général. Donc, vous êtes vice-présidente Regulatory Affairs and Policy chez Airbus. Et j'avais envie de voir deux choses avec vous. Peut-être voir comment le grand public va voyager demain avec cette transformation numérique, quelles conséquences ça va avoir, et puis voir un petit peu la façon dont Airbus gère cette transformation numérique, notamment avec les fameuses Smart Factories. Merci. Déjà, disons que la transformation du numérique s'applique déjà. On peut partir du fait qu'un pilote expérimenté, par exemple, dans toute sa carrière, cumule à peu près 20 000 heures de vol. Aujourd'hui, avec les systèmes digitaux, déjà, on peut combiner l'expérience de vol de 20 000 pilotes. Cela résulte dans des systèmes d'automatisation qui, en plus, couplés avec des services au sol qui sont en communication permanente avec les navigants à bord du satellite, à bord de l'avion, à travers des communications satellitaires, déjà, aujourd'hui, assurent
un soutien aux pilotes pendant le vol qui augmente la sécurisation des vols. La gestion du trafic aérien, déjà aujourd'hui, mais encore plus dans le futur, va devenir encore plus efficace en réduisant les temps de vol et la consommation et les émissions de CO2. Si on peut réduire, par exemple, le temps de vol moyen d'1 minute à travers le fait de mettre à disposition des données, par exemple, météorologiques en temps réel pendant les phases de vol, données mises à disposition et reliées, par exemple, par communication satellitaire, ou si on peut connecter de façon permanente à nouveau les contrôleurs de vol avec les pilotes, on peut arriver à couper les émissions de CO2 de presque 5 milliards de tonnes. Donc on voit qu'en couplant l'automatisation de systèmes avec une meilleure gestion du trafic aérien, on est déjà en train de révolutionner le transport aérien. Et peut-être aussi, dans un futur pas si lointain, révolutionner et aussi répondre à des problèmes sociétaux majeurs. Dans 15 ans, 60% de la population mondiale va résider dans des grandes villes, à peu près 5 milliards de population. À Londres, Philippe, à Londres, en 2030, en moyenne, les citoyens vont passer 300 heures par an dans les embouteillages à Londres. Et cela aura un coût économique équivalent de 13 milliards d'euros, je calcule en euros, désolé, par an. Alors, quelles solutions possibles? Airbus aujourd'hui regarde par exemple à amener la circulation dans une troisième dimension. On parle de City Airbus, des taxis sans pilote, hein, des taxis qui vont voler de façon autonome, ce sont des drones. Et les technologies ne sont pas si lointaines aujourd'hui d'être disponibles. Par contre, le plus grand défi réside bien sûr en termes de réglementation, de certification et de spectre. Donc, quelle fréquence sécurisée pour ce type de circulation de services du futur. Automatisation, robotisation, digitalisation, donc sont au cœur de l'industrie, d'une industrie comme Airbus, qui est en train d'évoluer, de mettre en place la 4e révolution industrielle, l'industrie 4.0. On a connu la puissance de la vapeur, le moteur à explosion, l'électricité. Aujourd'hui, on connaît la 4e révolution industrielle. Il ne faut pas en avoir peur. C'est simplement un nouvel moyen, façon de mettre en place les moyens de production pour améliorer la productivité. Dans les années 70, par exemple, Airbus produisait un demi-avion par mois. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de 2 avions par jour. Notre usine OneWeb Satellite, qui est en Floride, va produire 15 satellites par semaine, alors qu'encore aujourd'hui, normalement, traditionnellement, la production d'un satellite, ça relève de la orfèvrerie. Donc, augmenter la productivité, réduire les coûts, créer de la valeur ajoutée et rester toujours compétitif. C'est pour cette raison qu'Airbus met en place aujourd'hui un roadmap pour les Digital Factories qui va s'appliquer et mettre en place dans toutes nos divisions, dans tous nos sites industriels. On a un pilote en cours aujourd'hui à Hambourg sur la ligne d'assemblage de l'A320 pour l'adapter. Et tout cela va se mettre en place autour de l'utilisation de 8 technologies clés qui vont exploiter efficacement les services numériques. Dans ce besoin d'accrue compétitivité, sont déjà été mentionnés par mes collègues, hein, la réalité augmentée, l'Internet des objets, l'automatisation, la connectivité permanente, l'exploitation systématique des données, le big data, le stockage virtuel de données, cloud, l'impression 3D et l'intelligence artificielle. Donc ces 8 facteurs vont changer profondément le modèle économique, la manière de produire et de concevoir les produits, hein, tout le cycle de production en effet. Donc les usines intelligentes, les smart factories, vont nécessiter d'une grande adaptabilité, vont dans les phases de production, une meilleure allocation de ressources. Tout cela se met aussi en place autour des technologies qui s'appuient à leur tour sur des réseaux. Hein, différents réseaux de communication
nécessairement doivent avoir un élément important de résilience, de fiabilité, d'ubiquité, d'omniprésence. Et cela se traduit dans le besoin d'avoir accès à différentes bandes de fréquences selon les usages qui sont donc nécessaires. Alors, ces usages vont donc bénéficier d'un accès à certaines bandes de fréquences qui, à leur fois, vont être autorisées de façon différente. Donc, on aura sûrement un grand besoin d'accès à bandes libres, en license, notamment parce qu'il y a une grande utilisation de la technologie Wi-Fi, et après d'autres modèles de bandes qui sont soumises à autorisation et dans des conditions aussi de partage. Justement, vous parlez des fréquences, ça me permet tout de suite d'interroger Frédéric Pujol sur ce sujet. Donc cette connectivité accrue, elle nécessite donc de recourir davantage à des réseaux sans fil et ça met à jour un nouveau besoin croissant de fréquences. Donc comment vous voyez les choses se dessiner ? Alors pour estimer le besoin de fréquence, il faut déjà avoir identifié le nombre de terminaux qui vont être connectés sur les réseaux mobiles, et puis arriver à avoir une bonne idée du trafic qu'ils vont générer. Alors aujourd'hui, il est clair que pour des terminaux de type smartphone, la croissance du trafic elle est à peu près de 60% par an. Donc ça fait, c'est une croissance extrêmement importante. Par contre, si on regarde d'autres objets communicants, le trafic n'a pas du tout la même croissance exponentielle. Notamment dans l'Internet des objets, il y a des objets qui n'ont besoin de transmettre que de très faibles quantités d'informations. Et un compteur électrique connecté aujourd'hui, il transmettra la même quantité d'informations dans 5 ans, dans 10 ans probablement. Après, effectivement, il y a de nouveaux usages qui vont générer des transmissions d'informations dans des quantités beaucoup plus importantes. Mais voilà un petit peu pour la complexité de l'exercice. Alors ensuite, en termes de besoins en fréquence, il y a effectivement les besoins de bandes sans licence et avec licence. Il y a besoin de bandes en dessous de 1 GHz pour fournir une bonne couverture géographique. Et un point qui est extrêmement important aussi, c'est la couverture à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est beaucoup plus facile avec des bandes en dessous de 1 GHz. Il y a des améliorations au niveau de la 4G qui sont apportées justement pour avoir un meilleur bilan de liaison, pour aller plus loin dans les bâtiments et notamment en sous-sol. Ça, c'est une problématique qui est extrêmement importante, qui nécessite des investissements très très lourds. Même problématique également dans les usines, par exemple, pour avoir une couverture à l'intérieur des bâtiments. Bon, une usine, c'est essentiellement une structure métallique, donc, qui va faire barrière aux ondes. Donc, comment fournir de la connectivité à l'intérieur des usines? Et là, on verra sans doute apparaître d'ici quelques années donc, de nouveaux modèles et une évolution de la chaîne de valeur dans laquelle l'industriel pourrait mettre en place une partie du réseau, peut-être une partie du réseau d'accès à l'intérieur de ces bâtiments, en accord avec l'opérateur mobile, donc en utilisant les ressources spectrales de l'opérateur, et puis en ayant peut-être un rôle de type opérateur virtuel, en exploitant une partie du réseau cœur, par exemple, pour gérer lui-même ses propres utilisateurs. Donc on devrait voir apparaître certaines évolutions dans les années à venir. Et en matière de gestion du spectre, donc, il va y avoir plus de bandes sans licence. La NFR a déjà pris un certain nombre d'actions en ce sens, à la suite du rapport Toledano d'ailleurs. Il va y avoir de nouvelles bandes avec licence, mais il y aura aussi une évolution des modèles avec plus de bandes qui seront partagées entre différents utilisateurs, puisque dès qu'on arrive sur une nouvelle bande, pour le mobile, il y a déjà des utilisateurs existants. Il y a déjà du satellite, il y a déjà les utilisateurs militaires. Donc il faut partager différemment ces ressources. Et donc ça va certainement donner lieu à des évolutions des cadres réglementaires pour faciliter ce partage. Alors bon, il y a différents systèmes, avec des systèmes de détection, un recours à des bases de données, donc pour maximiser l'usage de cette ressource qui est rare. Stéphane Chouet, vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux entreprises du transport et de l'énergie à ce sujet ? Oui, écoutez, j'évoquais là, tout à l'heure nos enjeux de transformation digitale, plutôt d'accélération de cette transformation. Enfin, il faut comprendre qu'on touche néanmoins là des actifs industriels majeurs, souvent qualifiés d'importance vitale en ce qui concerne les acteurs que nous représentons. On voit également, comme tout le monde, que l'usage croissant des données et de la vidéo en mobilité, notamment à des fins d'exploitation, de sécurité ou de sûreté,
est désormais au cœur de nos programmes de modernisation et de développement, hein, et qui ne vise qu'un seul objectif, hein, des services plus performants, plus fiables et plus sûrs pour nos concitoyens, et si possible moins chers. Donc voilà, c'est tout ça, hein, c'est la spécificité de nos infrastructures, les enjeux de performance et de sécurité dont je viens de parler, l'évolution des usages vers le haut débit. C'est tout ça qui nous a conduit, hein, à nous rassembler au sein de la GUR pour convaincre les pouvoirs publics, les industriels, également de la nécessité absolue, hein, de réserver des ressources en fréquence large bande pour les besoins de nos opérations. Ça ne veut pas dire que dans un métro, on ne descend pas en partenariat avec les opérateurs mobiles des services de connectivité grand public, mais on peut rajouter toutes les fréquences que vous voulez, hein. On ne peut pas travailler dans nos opérations sur des profils de trafic et d'utilisation qui ne sont pas maîtrisés. Et c'est cette nécessité absolue donc, de réserver des fréquences dédiées pour des réseaux indépendants, hein, c'est pour nous permettre d'être au rendez-vous justement des enjeux de performance et de sécurité, au bénéfice, encore une fois, de l'ensemble de nos concitoyens. Et d'ailleurs, historiquement, enfin, la notion de réseau indépendant et de ressources dédiées, elle ne date pas d'hier, hein. On a de tout temps, enfin, depuis que la radio existe, déployé pour nos usages mobiles à bas débit, hein, des réseaux dédiés, des réseaux indépendants sur des bandes de fréquences spécifiques, non libres, hein, donc contrôlées, pour éviter les effets, par exemple, des interférences, hein. Et dans le contexte d'une évolution vers le haut débit, où je vous rappelle, on retire les conducteurs de nos trains, etc., on les remplace par de la vidéo et du traitement d'images vidéo, hein. Nos exigences liées à la maîtrise et à la performance de nos futurs réseaux radio, eh bien, s'avèrent même renforcées, hein. Donc, pour nous, c'est une partie des transformations que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, un prérequis à ces transformations, et le fait de pouvoir mettre des réseaux radio indépendants donc, sur fréquences dédiées. Alors pourquoi ? Parce qu'une indisponibilité de nos réseaux de communication, hein, et les trains s'arrêtent. Une indisponibilité de nos réseaux de communication, les avions restent cloués au sol. Une indisponibilité de nos réseaux de communication et nous perdons notre capacité en cas d'incident, hein, par exemple, à garantir sur le terrain la coordination des acteurs qui œuvrent à sa résolution. Et dans nos secteurs d'activité, enfin, tout le monde peut s'en rendre compte tous les jours. Un incident n'est jamais neutre, hein, ne serait-ce que par les conséquences qu'il engendre. Et quand je parle d'incident, je ne parle pas nécessairement d'un incident majeur, je ne parle pas des situations de crise, je parle de notre quotidien. Vous le vivez tous sur la gestion des colis suspects, voilà, c'est le quotidien d'un opérateur de transport. Les incidents techniques, quand on transporte 10 millions de voyageurs par jour, c'est quelque chose de permanent. Avec toute une logistique et une base arrière qu'on soupçonne rarement, mais qui est en communication et en interaction permanente entre les acteurs du terrain et les centres donc, de commandement ou de pilotage. Voilà. Alors du coup, les ressources en fréquence, hein, on en a parlé, elles sont stratégiques pour le bon fonctionnement des offres de transport et d'énergie. Et ces ressources en fréquence, enfin, je le répète, elles doivent être distinctes des ressources grand public, qu'elles soient d'usage libre ou pas. On le comprend aisément, hein, quand on parle des moyens de communication radio, des forces de l'ordre de sécurité et de secours. Nous, au sein de l'association, on pense de notre côté que c'est également une évidence, hein, dans nos secteurs d'activité. Que l'on parle d'exploitation courante, de maintenance, de sûreté ou de sécurité, hein, en lien étroit avec les acteurs régaliens que je viens de citer. Alors, bien entendu, et j'anticipe peut-être des réactions de certains acteurs dans la salle, mais les offres mobiles des opérateurs commerciaux restent complètement appropriées, hein, pour les flottes de téléphonie mobile de nos entreprises, pour les flux
les flux non critiques ou participant pas directement à la production de nos activités. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on s'interroge un peu sur la capacité française, voire européenne, à être compétitif et à embrasser cette transformation numérique. Loïc Duflot, qu'est-ce qui reste à faire pour que les entreprises embrassent encore davantage cette transformation numérique ? Donc, je voudrais surtout pas casser l'ambiance après tout ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'on a autour de la table quand même des entreprises qui sont pour la plupart extrêmement sensibilisées depuis longtemps aux enjeux de numérisation et de connectivité. Mais finalement, la réalité, elle est un tout petit peu différente. Pour prendre un seul exemple issu de l'enquête numérique de l'INSEE, je crois qu'il y a uniquement 16% aujourd'hui des entreprises qui commercialisent, qui font dans l'année une vente en ligne. Et en moyenne, on est juste à environ 20% des ventes de ces entreprises qui sont réalisées en ligne. Donc on est aujourd'hui à un taux de numérisation des entreprises qui est largement perfectible. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose sur tous les secteurs, ce n'est pas la même chose pour toutes les entreprises. On essaye évidemment d'œuvrer pour améliorer cette situation. Alors on travaille sur 3 axes principaux: la sensibilisation, apporter la bonne parole d'une part, l'accompagnement, aider les entreprises à définir leurs projets concrets de modernisation, leurs besoins, j'en ai parlé tout à l'heure, et enfin le soutien à la mise en œuvre pour les aider concrètement à mettre en œuvre ces projets. Donc c'est le moment où je fais une petite page de pub pour les actions du ministère. Donc sur la sensibilisation, on a mis en place un réseau depuis 2012 qui s'appelle le réseau Transition numérique, qui repose sur les acteurs régionaux comme les chambres consulaires, les offices de tourisme, pour accompagner et sensibiliser les entreprises au numérique. En matière d'accompagnement, on a lancé le programme Industrie du futur que vous connaissez et qui s'appuie sur les partenaires, notamment les régions, pour accompagner les entreprises au numérique avec un objectif de sensibiliser fin 2017 4000 entreprises au numérique. Et puis également un programme qui s'appelle Captronic, qui est porté par l'association Jessica et qu'on soutient, et qui vise à permettre aux entreprises traditionnelles d'apporter du numérique dans leurs projets, dans leurs produits, au travers de microélectronique, de composants et de logiciels embarqués, pour en faire des objets communicants qui seront eux aussi demandeurs de spectre. En matière de soutien à la mise en œuvre de projets, on a mis en place d'une part des prêts qui s'appelaient les prêts numériques, qui ont été distribués par BPI France dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. 300 millions de prêts ont été ainsi distribués pour contribuer à mettre en œuvre les projets des entreprises en matière de modernisation. Et puis actuellement, plus d'1 milliard de prêts dits industrie du futur sont délivrés pour permettre aux entreprises industrielles de se moderniser. Et c'est un dispositif qui sera pérennisé et réabondé dans le cadre du 3e volet du programme des investissements d'avenir. Donc vous voyez, on essaye vraiment de soutenir cette transition au travers de ces actions. Daniela Genta, en quoi cette connectivité accrue chez Airbus, par exemple, peut être un moteur de croissance et de compétitivité ? Oui, donc connectivité, pour nous, fait dans le débat d'aujourd'hui, j'en parle en termes d'innovation liée au digital. Pour nous, pour un groupe industriel en général, pour nous en tout cas, c'est selon 3 axes majeurs. C'est un axe lié à l'interne, on vient d'en discuter, j'en viens d'en discuter tout à l'heure, lié à l'organisation industrielle, la façon de produire, accélérer les phases de design, production et maintenance. En externe, parce qu'on crée des services associés à la production. Et ces services sont pour nos clients. Par exemple, on a développé une application gratuite qui s'appelle iFly A380. C'est parce que 60% des passagers adorent l'A380. Et on a donc développé une application avec laquelle c'est possible de réserver un vol qui est opéré par un A380. Ça, c'est une nouvelle façon de réserver et c'est une solution gagnant-gagnant, que ce soit pour le passager, pour l'avionneur ou pour les compagnies aériennes elles-mêmes. Au même titre que les passagers à bord des avions ont de plus en plus une demande de connexion. Ce n'est pas simplement une connexion à Internet, c'est vraiment une connexion en termes de bande passante. Alors, les solutions, je les ai mentionnées tout à l'heure, de Wi-Fi au WiGig, dans les bandes non soumises à licence, donc bandes libres
hautes, au-delà de 60 GHz par exemple. On parle qu'en 2020, il y aura plus d'1 milliard de devices WiGig. Déjà représente une solution. Et en termes que vertical, par exemple, par rapport à la 5G, bien sûr, Airbus est très intéressé au use case de la connexion à bord, y compris éventuellement avec les futurs systèmes cellulaires dans la 5G. Peut-être qu'on aura finalement une globalisation, une harmonisation globale des fréquences. Ça va sûrement aider la connexion à bord. Et après, extraordinaire, c'est-à-dire ce qui n'existe pas et ce qui crée de la croissance, qui crée un nouveau écosystème. Et ça part des services data-driven, hein, et des services data-driven que nous, on crée à partir de nos propres produits. Par exemple, un avion génère tout au long de son cycle de vie, différentes étapes, plein de données à partir du moment de sa conception et pendant toute sa vie d'exploitation par une compagnie aérienne. Comment on peut tirer de la valeur ajoutée de ces données? Comment on peut en tirer des services pour développer, par exemple, de la maintenance adaptative et préventive, même pendant la vie de l'avion? Par exemple, on peut soit avoir accès directement aux données pendant les phases de vol, ou on peut les stocker, ces données, et une fois que l'avion arrive à l'aéroport, il faut les décharger, ça à nouveau, soit par le Wi-Fi ou par d'autres moyens cellulaires. Et pour conclure, pour Airbus aussi, la croissance vient du fait qu'on est leader dans les communications sécurisées de bout en bout. C'est-à-dire qu'on a un positionnement vraiment unique qui nous permet d'offrir des solutions de communication sécurisées à partir de nos réseaux sur nos différents niveaux, à partir du niveau satellitaire, terrestre et aérien. Et de cette façon, nous pouvons gérer les données qui sont générées par nos plateformes et développer et offrir à nos partenaires, à nos clients, à nos fournisseurs des services intégrés, résilients et fiables et cyber protected, parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, un ensemble de réseaux à partir de nouveaux marchés liés aux données. Tout cela implique aussi un